Bienvenue dans l'Aube se lève, l'émission qui décrypte l'avancée du plan divin sur Terre et qui propose un autre regard sur l'actualité et les dynamiques profondes de notre époque. Nous sommes le dimanche 19 avril 2026. À l'heure où de plus en plus de personnes ressentent que quelque chose ne tourne pas rond sur cette Terre, le plan de l'Alliance diffusé à travers les messages de Q entre 2017 et 2021 continue de se dérouler sous nos yeux. Les mensonges sont exposés, le voile de l'illusion se lève et les populations sortent de leur enfermement, car oui, la vérité nous libère de nos illusions et de nos comportements toxiques. Nous verrons notamment comment le peuple irlandais, cette semaine, reprend son pouvoir souverain en ce moment. Bienvenue dans l'Aube se lève 5. C'est quoi un adulte? Un enfant qui a arrêté de rêver? Cette semaine, côté actualité, 2 faits ont retenu mon attention. Le premier au sujet de l'ivermectine, ce médicament qui a été relégué à un antiparasitaire pour chevaux pendant la crise Covid, alors que ses inventeurs avaient reçu le prix Nobel de médecine en 2015. L'information est relayée par Blackbond PTV et nous parle des travaux de l'épidémiologiste Nicolas Hutcher de l'Institut de recherche McCulloch. Cette étude présente des résultats exceptionnels sur le cancer. En effet, près de la moitié des patients atteints de cancer traités par ivermectine et mébendazole ont vu leur cancer disparaître ou régresser fortement après seulement 6 mois. 84,4% ont eu un bénéfice clinique, 32,8% ont eu plus aucune trace de la maladie, 15,6% ont eu une régression tumorale et 36,1% ont vu leur maladie se stabiliser. Je vous montre la vidéo. The single largest human study on ivermectin and mebendazole in real human cancer patients. And what we found was absolutely shocking, where nearly half of these cancer patients taking the ivermectin and mebendazole reported either cancer disappearance or tumor regression. And then about 30% reported disease stability, so it wasn't spreading anymore. So that's a 84.4% clinical benefit ratio. In other words, 84.4% of those cancer patients did report to have benefited from the ivermectin and mebendazole. So this is absolutely huge, and it corroborates all of the preclinical experimental animal evidence we've seen over the past 20 years or so, where ivermectin and mebendazole exert over 12 distinct anti-cancer mechanisms. Vous noterez que cette étude est relayée par un institut privé et pas une autorité de santé publique. Cela nous amène à une déclaration faite par Robert Kennedy Jr., actuel ministre de la Santé américain, il y a 3 ans, puis plus récemment concernant la façon dont l'ivermectine a été écartée des traitements anti-Covid qui fonctionnaient durant la pandémie. Je vous mets ici un petit zapping des déclarations faites ces dernières années au sujet de ce traitement. C'était de la folie, c'était tout simplement fou. Ils devaient le faire. Ils devaient discréditer l'ivermectine. Parce que vous savez, il y a une loi fédérale, la loi fédérale sur l'autorisation d'utilisation d'urgence
qui dit que vous ne pouvez pas délivrer une autorisation d'urgence pour un vaccin s'il y a un médicament existant qui a été approuvé à quelque fin que ce soit et qui s'est avéré efficace contre la maladie ciblée. Ils ont donc dû détruire l'ivermectine et l'hydroxychloroquine et les discréditer. Et ils ont dû dire à tout le monde que ce n'était pas efficace parce que s'ils avaient reconnu que c'était efficace chez quiconque, toute l'entreprise des vaccins d'une valeur de 200 milliards de dollars se serait effondrée. I'll say, explain to your listeners that that people wonder, why did we need to suppress ivermectin and hydroxychloroquine? These are well-established drugs with well-established safety profiles that have billions of doses have been given. Ivermectin is a human drug. It also works on horses, but it won the Nobel Prize because it works so well on human beings. Mm-hmm. Tony Fauci's problem was this. There's a little-known federal law that says you cannot give an emergency use authorization to a vaccine if there is any medication approved for any purpose that is shown effective against the target disease. So if Tony Fauci or anybody had admitted that hydroxychloroquine or ivermectin are effective against COVID, it would have been illegal for them to give the emergency use authorizations to the vaccines, and they could never have gotten them approved. And it would have been, a 200 billion enterprise that would have collapsed. So he would not have gotten emergency use authorization for the vaccine if the medical community had been saying ivermectin works, it is an effective treatment for COVID. Well, the medical community, a lot of it was saying that. I mean, there's 17,000 doctors who've signed a petition, and there are so many peer-reviewed publications now that consistently say that. But he had to aggressively crusade against it to kind of drown out those reports by saying it's a horse medication, it's, people are taking it and it's dangerous and it's overdosing people. Pour ce qui s'est passé, qui part, je m'excuse encore une fois, de Bill Gates. Ça part de Bill Gates à Davos en 2017. Moi, je connaissais à l'époque son conseiller pour les maladies infectieuses. Je lui ai dit, est-ce que Gates est devenu fou? Et il a dit, il va y avoir une pandémie terrible et il va falloir être capable de préparer un vaccin en 3 mois. On ne peut pas préparer un vaccin en 3 mois parce qu'on ne peut pas l'évaluer. Ah oui. Il faut des millions de gens pour évaluer les effets secondaires. Vous l'avez bien vu. C'est pas en testant 100 personnes en cachette qu'on fait ça. Et si vous voulez tester toutes les populations, les femmes enceintes, les enfants, il faut tester 1 million de personnes. Ils vont dire, mais non, on aura besoin d'aller plus vite que ça va tuer des millions de personnes. Bon. Et à partir de ça a commencé l'idée que si on était dans cette situation, on pourrait transgresser toutes nos règles d'évaluation des vaccins. C'est ce qui s'est passé. Et donc, c'est une des raisons de la bataille contre l'hydroxychloroquine, c'est s'il existe un médicament, alors on ne peut plus transgresser la règle. Oui. D'accord? Puisque ça fait partie, de la loi de la FDA, on peut transgresser les règles s'il y a une urgence incroyable et qu'il n'y a pas d'alternative. Aucun argument, mais la presse mainstream, les médias donnent toujours la parole à ces frondeurs, on va dire, qui mènent la fronde anti-Raoult. Alors, quand on regarde du côté des États-Unis, peut-être une question quand même pour amener au vaccin, c'est qu'une des conditions pour qu'un vaccin soit approuvé, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait de traitement précoce. Quand vous avez un institut hospitalo-universitaire qui fait tout ce travail pour démontrer la performance et démontrer que ça fonctionne. Est-ce que ce n'est pas pour cela que le professeur Raoult subit toutes ces attaques? Bien entendu. Et c'est pour ça que moi aussi j'en ai subi, mais parce que comme le produit qu'on a appelé vaccin était encore en phase expérimentale, il n'avait pas le droit de même faire une autorisation de commercialisation, même provisoire, s'il y avait un seul médicament qui marchait. Donc il fallait absolument diaboliser tous les médicaments qui marchaient. Hydroxychloroquine. Après, on l'a vu avec l'ivermectine. L'ivermectine, c'est venu un petit peu après. C'est parti. Il y a eu des études au Pakistan, en Australie. Il y a eu l'expérience aussi des médecins de New York qui ont montré que ça marchait super bien, qui ont commencé à le publier.
Nous avons appris ce matin que la FDA déclare désormais qu'il est possible de prendre de l'ivermectine si vous êtes atteint du Covid. Je me souviens, sénateur, avoir discuté à plusieurs reprises avec vous pendant la pandémie de Covid de votre mécontentement face aux tentatives visant à vous faire taire, parce que vous discutiez avec des médecins pour essayer de trouver les bons moyens de traiter le Covid sans avoir à recevoir trop de rappels et de vaccins contre le Covid. Mon Covid a disparu en un jour lorsque j'ai pris de l'ivermectine, et maintenant, 3 ans plus tard, la FDA dit « Oh oui, c'est bon, prenez de l'ivermectine. » Quoi? Affirmons pour ce One Health Summit d'abord que toute avancée repose sur une science libre, ouverte, indépendante. C'est une nécessité absolue. La santé mondiale ne progressera pas si la science devient un instrument de politique ou un objet dont tel ou tel gouvernement dit « vous pouvez chercher ici, vous n'avez pas le droit de chercher là ». Non. La deuxième chose, c'est qu'elle suppose une gouvernance mondiale pleinement transparente, qui partage les informations à mesure qu'elle en dispose, de manière pleinement transparente, avec toutes ses parties prenantes. Ensuite, qu'elle impose une coordination à l'échelle internationale, dont l'OMS a la responsabilité, pour laquelle elle a la légitimité. Ah ben bravo, hein? Très fort, très fort, très fort. Pour mémoire, je rappelle que la vente libre d'hydroxychloroquine en France a pris fin le 15 janvier 2020. La boîte de 30 comprimés coûtait environ 5 € et était remboursée à hauteur de 65% depuis 1962 par la Sécurité sociale. Cette décision a été prise par le gouvernement français quelques jours avant le début de la crise Covid. Par ailleurs, elle a cessé d'être remboursée à partir de mai 2020 par la Sécurité sociale. Je rappelle qu'en mai 2020, le Lancet a diffusé une étude largement et rapidement controversée pour laquelle il s'est rétracté, qui mentionnait la dangerosité de l'hydroxychloroquine. Pour faire suite aux propos d'Emmanuel Macron du 7 avril 2026 concernant l'importance de l'OMS, je rappellerai que son principal financeur, à savoir les États-Unis, s'est retiré de l'OMS en janvier 2026. Par conséquent, il y a fort à parier que ce retrait aura des répercussions importantes sur l'avenir de l'OMS. Autre actualité qui a retenu mon attention ces derniers jours, c'est en Irlande que ça se passe, où les patriotes irlandais ont paralysé la nation. Les chauffeurs de camions, les opérateurs de bus, les agriculteurs se sont unis et ont immobilisé les villes avec d'imposantes barricades. La circulation est devenue chaotique, des kilomètres de tracteurs et de camions ont créé des blocages à plusieurs endroits stratégiques. De nombreux citoyens irlandais ont rejoint le mouvement pour protester contre le système fiscal corrompu de leur gouvernement. La pression semble avoir payé. Le gouvernement irlandais a annoncé le dimanche 12 avril de nouvelles mesures pour tenter d'apaiser la colère des Irlandais contre la hausse des prix des carburants, au terme d'une semaine de manifestations et de blocages. Cette flambée est directement liée à la guerre au Moyen-Orient, bien évidemment, et aux tensions dans le détroit d'Ormuz, passage stratégique pour le transport mondial de pétrole. Le mardi 14 avril 2026, le ministre d'État, Michael Elliott, a démissionné de ses fonctions. Je vous laisse écouter un extrait de son discours au Parlement irlandais. I always looked at myself as a gauge of the people of rural Ireland, and I really believe that I am. People, when I see people begging on the side of the road, when I've seen grown men crying, last night inside in the plough bar, when I met tractor men, lorry men, farmers, and when they were telling me how unhappy they were, the leader of the country should have listened, and because of the fact that I believe this government have left the people of Ireland down, I will be voting no confidence in the leader of the country, and I will be tendering my resignation as a Minister of State from now. And I would ask that future governments and this government, that they would listen, that they would be kind, that they would be understanding. À travers cet événement, on peut voir qu'une mobilisation citoyenne massive, comme celle qui se déroule en Irlande, peut exercer une pression suffisante sur un pays pour en impacter les décisions politiques. La pression massive des patriotes irlandais a fonctionné. Le peuple d'Irlande est en train de reprendre le pouvoir. Qui sera le prochain ?
La semaine dernière, je vous ai partagé une synchronicité en lien avec un drop de Q au sujet de Barack Obama et de son frère Malik. Cette semaine, il s'est produit une autre synchronicité en lien avec le premier sujet de cette vidéo, donc à savoir l'hydroxychloroquine. Et je dois absolument vous la partager. J'ai terminé mon script sur l'ivermectine et l'hydroxychloroquine le 13 avril dernier au soir. Et le 14 avril au matin, je suis allée voir les deltas de Q, comme je fais presque chaque jour sur QMAP. Et quelle ne fut pas ma surprise lorsque j'ai vu ce drop daté du 14 avril 2020 qui repartage un ancien drop daté du 7 février 2018. Le drop du 14 avril 2020 titre « Des remèdes contre les maladies et le cancer existent ». Ce drop mentionne explicitement l'hydroxychloroquine, alors qu'à cette époque, à savoir en avril 2020, il n'existait pas encore de traitement antiviral validé et spécifique reconnu contre le Covid-19. Je souhaitais vous parler de cette synchronicité pour illustrer ce qu'est Q de mon point de vue. En effet, on ne peut pas dire que cette opération controversée soit plébiscitée par les médias et réseaux sociaux. Pour preuve, mon compte Facebook a été définitivement supprimé en janvier 2021 parce que j'avais inscrit le slogan de Q, à savoir « Where we go on, we go all » sur mon profil. Facebook n'a pas daigné me donner une quelconque explication et c'est par déduction que j'ai compris la raison de cette censure à l'époque. Donc, pour être clair, Q est une plateforme étiquetée complotiste. ChatGPT la qualifie de théorie du complot sans preuve solide, de phénomène amplifié par Internet et les réseaux sociaux, et décrite comme une dérive quasi sectaire sur Wikipédia. Pour moi, ces messages, bien que suggérant parfois des choses horribles commises par nos élites, représentent une lueur d'espoir, une lumière dans les ténèbres, car elles révèlent des informations qui s'avèrent être vraies à la lumière des événements actuels. Bien que je ne maîtrise pas l'intégralité du contenu de ces 5000 messages, ceux-ci m'ont permis de garder la foi et de croire en un avenir meilleur. Q nous dit qu'il y a un plan, qu'il y a une alliance, et que cette alliance travaille à libérer les peuples des oppressions actuelles, et surtout que le meilleur est à venir. Voici un drop du 8 avril 2020 qui reprend les versets bibliques d'Éphésiens 6, versets 10 à 18, dont je vous ai déjà fait l'interprétation symbolique dans l'Aube se lève 2. Je vous mettrai le lien en description. La phrase qui a retenu mon attention est celle-ci. Le monde comprendra bientôt. Bien que je ne comprenne pas grand-chose à ce qui se passe, j'ai la sensation, comme bon nombre de personnes qui croient en l'authenticité et la véracité de cette opération psychologique positive, que les peuples s'éveillent à une nouvelle réalité, tandis que tout ce qui a prévalu jusque-là comme nos modes de pensée et de fonctionnement s'effondre. Voici un drop qui vient étayer mes propos. Nous allons vous montrer un nouveau monde. Ceux qui sont aveugles verront bientôt la lumière. Un beau nouveau monde courageux nous attend. Nous faisons ce voyage ensemble, un pas après l'autre. Where we go one, we go all, Q. C'est pour moi une invitation à garder la foi et à se dire que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et que ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, et ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Car, comme il est écrit dans ce drop, à la fin, Dieu gagne. Cette semaine, j'ai envie de vous partager l'extraordinaire histoire de Notre-Dame de Guadeloupe. Nous sommes en 1531 au Mexique, à une époque de profonds bouleversements. La conquête espagnole a déstructuré la vie des populations indigènes, provoquant souffrance, perte d'identité et tensions religieuses. Les missionnaires peinent à transmettre la foi chrétienne. C'est dans ce contexte qu'un homme indigène nommé Juan Diego se convertit au christianisme. Le 9 décembre 1531, alors qu'il traverse la colline de Tepeyac près de Mexico pour aller suivre l'instruction chrétienne, la Vierge Marie lui apparaît. Elle lui demande de transmettre un message à l'évêque de Mexico, Juan de Zumárraga, construire une église sur le site de Tepeyac. L'évêque est sceptique et demande un signe pour croire à ce que lui raconte Juan Diego. 3 jours plus tard, le 12 décembre 1531, selon le récit, la Vierge apparaît de nouveau à Juan Diego et lui demande de cueillir des roses sur la colline, bien que ce soit l'hiver et qu'aucune fleur ne pousse à cette période de l'année. Juan Diego trouve alors des roses de Castille qu'il cueille et décide de transporter dans son manteau pour les apporter à l'évêque, d'origine espagnole. Lorsqu'il les présente à l'évêque et ouvre son manteau,
Les fleurs tombent et une image de la Vierge apparaît imprimée sur le tissu. Cette image est aujourd'hui conservée intacte depuis 5 siècles dans la basilique de Guadalupe, à Mexico. L'Église catholique reconnaît officiellement ces événements comme des apparitions mariales et considère Notre-Dame de Guadalupe comme la patronne du Mexique. J'ai trouvé l'extrait d'une conférence donnée par Didier von Kovlard à ce sujet, qui nous donne des détails croustillants sur les faits scientifiques qui ont entouré cette histoire. Je vous mettrai le lien dans la description. Alors ça pourrait être une jolie légende d'Épinal si cette tunique n'était pas encore là aujourd'hui. Tout le monde peut la voir, la basilique de la Guadalupe. Elle ne devrait pas exister parce que c'est une tunique en fibre d'agave qui n'a jamais résisté plus de 20 ans. Ça tombe en poussière. Elle est absolument dans un état de conservation absolu. Et cette image, c'est une peinture, entre guillemets, recto verso, sans après, sur un tissu lâche. Et vous la regardez, ça a l'air d'un merveilleux tableau. Donc déjà, c'est impossible. Et le prix Nobel Richard Kuhn, en 1937, analyse les pigments et dit « pigments inconnus sur Terre ». Ils ne sont pas d'origine végétale, animale, je ne sais pas ce que c'est. Et la position des étoiles, qui ont l'air décoratives sur le manteau, les astronomes ont découvert que c'était la position exacte des constellations dans le ciel au-dessus de Mexico au jour et à l'heure de l'apparition en public. Et dans les yeux, le tout petit regard qu'on voit ici entre les paupières, les ophtalmos du monde entier ont étudié ce regard et y ont découvert, selon la loi optique de Purkinje-Sanderson, les témoins de l'apparition, reflétés 3 fois. Ce qu'on a comparé avec les portraits, notamment le portrait de l'évêque de l'époque, et images traitées par la NASA, images traitées. Donc on est sur un dossier scientifique devant cet objet impossible, hallucinant, comme si cette apparition de l'objet qui n'a jamais été escamoté, à la différence du linceul de Turin, autre objet impossible, mais qui a disparu, qui a été abîmé, qu'on a retrouvé volé, qui a été contesté. Là, ça n'a jamais disparu. Il a été exposé à la fumée, à la chaleur de cierges sans protection pendant plus de 100 ans, sans même une vitre. Et donc, toutes les couleurs auraient dû disparaître. Non, c'est toujours là. Comme si c'était destiné au sens scientifique des siècles futurs. Et la dernière découverte qu'on a faite en 2020, c'est un mathématicien qui l'a faite, partant de l'idée que toute l'image étant en proportion du nombre d'or, Pythagore a démontré que quand il y a ces proportions de nombre d'or, il y a de la musique. Ça fait partie. Donc à ce moment-là, un modèle mathématique a permis, à partir des étoiles dont on parlait tout à l'heure et des symboles aztèques, car l'image, elle est bilingue aussi. Elle dit la même chose aux Espagnols qu'aux Indiens aztèques, car c'est à la fois la Vierge Marie telle qu'elle est considérée par les chrétiens espagnols, et c'est aussi la déesse Tonantzin, la déesse mère des Aztèques. Et on est devant, c'est une chose unique dans l'histoire, une apparition bilingue qui parle et qui empêche certainement un génocide à l'époque. Et donc, ce modèle mathématique, Fernando Oreja, il va découvrir que c'est comme des notes de musique, et il va du moins mettre en son et mettre au jour cette musique qui, dit-on, et beaucoup de thérapeutes l'utilisent, fait des merveilles sur différents points de vue du corps humain. Je vous mettrai l'intégralité de la musique trouvée dans le manteau à la fin de cette vidéo. Dans les initiatives du Nouveau Monde, je vous présente aujourd'hui une pharmacie qui ne vend aucun médicament. Dans cette pharmacie, 0 médicament, que des plantes, naturellement. Cyril a repris en 2013 cette institution marseillaise qui est une pharmacie herboristerie qui soigne sans médicaments chimiques. On retrouve à peu près 500 plantes sous toutes leurs formes disponibles. De la synergie de coquelicots associée à du serpolet contre les toux sèches irritatives. Ici, nous avons une plante majeure de la sphère urinaire. On couvre un très large spectre de pathologies. De la bobologie de base, du rhume, des problèmes de sommeil, de transit, jusqu'aux pathologies les plus complexes
complexes, on va venir de manière complémentaire avec des traitements comme par exemple les chimiothérapies. Depuis plus de 2 siècles, les tisanes sont coupées et préparées à la main directement sur place au cœur de Marseille. Un exemple de tisane prête à être mélangée avant conditionnement. La tisane la plus emblématique, pour ma part, c'est la tisane du centenaire, pour les personnes qui veulent vivre longtemps en pleine forme. À l'origine de ce lieu, c'est Toussaint Blaise, guérisseur qui a posé ses valises à Marseille pour la proximité avec le port de commerce qui lui a permis d'enrichir son arsenal thérapeutique de plantes en provenance des 4 coins du monde. Cyril s'est donné une mission, développer la phytothérapie et faire vivre un savoir ancestral. Nous n'avons aucun médicament chimique. Nous n'avons pas d'amoxicilline, mais nous avons des antibiotiques, par exemple avec les huiles essentielles qui sont extrêmement puissants et extrêmement efficaces. Nous sommes les gardiens d'un héritage, un véritable savoir-faire pour prendre soin de la santé des personnes par les plantes. Et pour découvrir plus d'initiatives positives, pense à t'abonner. Voici une autre initiative qui a du cœur. Ce monsieur construit des distributeurs d'eau et de nourriture pour les chiens errants. Enfin, je souhaiterais développer le sujet de l'intelligence artificielle et de l'éducation. Nous pouvons voir se dessiner 2 courants actuellement dans le domaine de l'éducation. En premier lieu, nous avons une explosion de l'IA dans l'éducation. Dans cet article de Sciences et Vie, nous avons l'école du futur qui nous est présentée. Alpha School enseigne depuis 2 ans aux États-Unis avec une intelligence artificielle comme seul enseignant. 2 heures de cours par jour et 0 professeur. Voilà comment Alpha School fonctionne concrètement. La journée commence par une activité de groupe. Ensuite, les élèves s'installent devant leurs ordinateurs pour 2 heures de cours entièrement dispensés par la plateforme IA de l'école. Pas de manuel, pas de devoirs, pas d'enseignants. La plateforme combine des outils internes avec des applications comme Khan Academy ou Mobimax. Une fois les 2 heures terminées, les élèves rangent leurs ordinateurs. L'après-midi est alors consacré à des ateliers pratiques axés sur des compétences de vie, le travail en équipe et des projets concrets. Ce qui est intéressant dans cette pédagogie, c'est que ces élèves scorent dans le top 1 à 2% des tests nationaux. En France, nous avons déjà des exemples d'IA intégrés dans les apprentissages, comme dans cette classe de CE1 en Haute-Garonne. On va s'asseoir. Le 27. Le 12. Comme j'aime bien Matcha, ça m'a motivée à faire des maths. Et donc du coup, j'aime bien Matcha pour ça. J'aime bien parce que tu dois choisir, tu peux travailler en même temps jouer. J'aime bien faire ça. Je note une motivation avec l'intelligence artificielle parce que comme les exercices sont vraiment adaptés à l'enfant, ils ne se heurtent pas à des exercices trop difficiles. Et pour ceux qui sont en avance, c'est l'inverse. Ils n'ont pas d'exercices trop faciles. Donc ça s'adapte vraiment à chaque enfant. Donc ils sont d'autant plus motivés que les exercices sont plus progressifs en fait. Mathieu m'aide à comprendre les calculs et à donner les bonnes réponses. On peut s'entraîner sur ce qu'on veut, comme les additions ou les multiplications. Mathieu est des maths. C'est stratégique parce que l'IA est présente maintenant au quotidien. On l'a avec les différentes plateformes qu'utilise n'importe quel particulier sur son smartphone ou son téléphone. Quoi qu'il arrive, en fait, les élèves sont nés dans un monde où l'IA est présente. Donc il faut que nous aussi, on se l'approprie et qu'on les éduque à l'utiliser correctement. En parallèle de ces avancées dans l'enseignement, nous avons une tendance que l'on pourrait qualifier d'inverse, puisqu'elle s'oriente vers le retour à la nature. Par exemple, dans cet article de Midi Libre, au lycée Morse dans le Maine, les élèves sanctionnés peuvent désormais troquer leurs heures de colle contre des randonnées encadrées. Initiée en octobre 2024 par une conseillère d'orientation, cette alternative vise à favoriser le bien-être et la concentration. Sur le site de reporter.net,
On nous explique que les potagers scolaires permettent à nos enfants de se connecter au vivant. Par ailleurs, de plus en plus d'enseignants décident de faire la classe en forêt ou en extérieur d'après Radio France. Et c'est sans compter le nombre croissant de parents qui décident d'assurer eux-mêmes l'instruction à leurs enfants. On ne veut pas mettre nos enfants à l'école et ça dérange. Ça dérange parce qu'il paraît que les enfants qui ne vont pas à l'école n'ont pas d'avenir. Pourtant, les chiffres et les statistiques prouvent le contraire. Les enfants qui sont à l'école à la maison ont de meilleurs résultats que les enfants à l'école. Souvent, même, de grandes universités viennent chercher des enfants qui ont eu l'école à la maison pour les avoir dans leur université. Mais revenons-en à la question de l'avenir. Parce qu'avec le contexte actuel, je pense que l'avenir a légèrement changé. Et je vais vous dire ce que j'ai observé chez mes enfants depuis qu'ils ne vont plus à l'école. En quelques mois, ils commencent à parler anglais. Ils savent nourrir des animaux quasiment en autonomie. Ils commencent à reconnaître des plantes juste grâce à leurs feuilles et grâce à leurs odeurs. Ma fille commence à me poser tout un tas de questions sur la nature. Ils observent tout ce qu'il se passe autour d'eux. Leur curiosité a grandement augmenté. Ils se sont fait des amis. Ils ont confiance en leurs capacités physiques. Et oui, ça veut dire qu'ils font des trucs de plus en plus dangereux et que ça nous fait de plus en plus peur. Mais on les autorise. On les autorise à se mettre en danger, à se faire mal, à apprendre, à comprendre qu'ils ne sont pas en porcelaine. Alors je dis pas que c'est facile tous les jours, hein. Mais non, ils ne retourneront plus à l'école, parce qu'on va leur créer une école. Une école où ils apprendront un truc qu'on n'apprend jamais à l'école normale, à être un être humain libre et compétent. À la lueur de ces informations, il est possible d'envisager une intégration de l'IA intelligente au service de l'élévation et du bien-être humain, et aussi et surtout au service du vivant. L'IA est un outil comme Internet, ne l'oublions pas. À nous donc de prendre chacun notre responsabilité d'humain pour que l'IA reste à sa place d'outil au service de l'humain et pas une arme d'aliénation. Si jamais vous êtes en réflexion sur votre avenir professionnel et que vous vous demandez quelle place occuper dans ce nouveau monde qui émerge, je peux vous accompagner à trouver votre voie. En ces temps de transformation intense, beaucoup de personnes remettent en question leur choix professionnel et d'avenir. Cela peut être facilitant d'avoir quelqu'un pour aider à se poser les bonnes questions et à prendre des décisions alignées et cohérentes. N'hésitez pas à me solliciter pour un rendez-vous sur rosedetahiti.com. Nous arrivons à la fin de cette 5e édition de L'Aube se lève. Si vous aimez mon travail, merci de me soutenir en likant et partageant mes vidéos. Je vous embrasse, vous souhaite le meilleur et vous dis à la semaine prochaine.